existe une fatigue étrange que beaucoup portent sans pouvoir la nommer. Une fatigue qui ne vient pas d'un échec, ni d'un drame, ni même d'un excès de travail. Tout semble à peu près en place, et pourtant, l'esprit est tendu, l'intérieur crispé, comme si quelque chose résistait en permanence. Cette fatigue n'est pas causée par la vie. Elle naît du combat silencieux que tu mènes contre elle. Forcer est devenu un réflexe. Forcer à comprendre plus vite. Forcer à aller mieux. Forcer à être motivé, calme, confiant, discipliné. Comme si la tension était une preuve de sérieux. Comme si relâcher signifiait perdre le contrôle. Mais ce que peu de gens osent regarder en face, c'est que cette pression constante n'est pas une force. C'est une friction intérieure, et toute friction prolongée use. Quand tu forces, tu crois agir. En réalité, tu résistes. Tu résistes à ce que tu ressens. Tu résistes à ce qui est déjà là. Tu résistes au rythme réel des choses. Cette résistance ne change pas les faits. Elle change seulement ta relation à eux. Et cette relation devient de plus en plus coûteuse. Ce contenu ne te dira pas de lâcher prise au sens vague. Il ne te demandera pas d'espérer davantage, ni de penser positivement. Il t'invitera à regarder avec lucidité où va ton énergie, à reconnaître ce que tu t'acharnes à contrôler sans jamais y parvenir, et à comprendre pourquoi plus tu forces, plus tu t'opposes à toi-même. Si quelque chose en toi se sent constamment en tension, ce n'est peut-être pas parce que tu n'en fais pas assez. C'est peut-être parce que tu fais violence à ce qui demande d'être compris plutôt que contraint. Et tant que cette distinction n'est pas claire, l'épuisement persiste. À partir d'ici, il ne s'agit pas d'abandonner l'effort. Il s'agit de cesser le mauvais combat, celui qui t'épuise sans jamais te renforcer. Pourquoi forcer donne l'illusion du contrôle? Forcer donne une sensation immédiate de maîtrise. Quand tu te tends, quand tu accélères, quand tu insistes, quelque chose en toi se rassure. Tu as l'impression d'agir, de ne pas subir, de rester aux commandes. Cette sensation est puissante. Elle est aussi trompeuse. Car ce que tu ressens comme du contrôle n'est souvent qu'une réaction à la peur de perdre pied. Forcer devient alors un mécanisme de survie psychologique. Face à l'incertitude, l'esprit préfère la tension à l'inconnu. Il préfère l'effort excessif au vide. Il préfère l'urgence à l'attente. Cette crispation donne l'illusion d'une direction, même quand elle n'en crée aucune. Tu avances, oui, mais sans clarté. Tu bouges, mais contre toi-même. La discipline authentique est calme. Elle ne serre pas les dents en permanence. Elle ne brûle pas l'intérieur pour prouver sa valeur. Quand l'effort devient bruyant, quand il est chargé d'angoisse, quand il exige un contrôle total, ce n'est plus de la maîtrise. C'est de la peur déguisée en volonté. Regarde honnêtement où tu forces. Forcer à aller mieux plus vite que ton esprit ne peut l'intégrer. Forcer une décision avant qu'elle ne soit mûre. Forcer une émotion à disparaître parce qu'elle dérange ton image de toi. Dans tous ces cas, l'énergie n'est pas utilisée pour construire, mais pour compenser une insécurité intérieure. Et cette compensation fatigue profondément. Les stoïciens savaient que le contrôle véritable commence par une réduction, non par une expansion. Réduire ce que tu crois devoir gérer. Réduire ce que tu crois devoir réparer immédiatement. Réduire la part d'urgence que tu ajoutes mentalement aux choses. Là où tu t'obstines à forcer, tu dépasses souvent la frontière de ce qui dépend réellement de toi. C'est ici que l'illusion apparaît clairement. Plus tu forces, plus tu as l'impression d'être actif. Mais plus tu forces, plus tu t'éloignes de l'action juste.
car l'action juste n'a pas besoin de tension constante pour exister. Elle repose sur une décision claire, prise depuis un esprit stable, non depuis une agitation intérieure. Cette prise de conscience est inconfortable. Elle oblige à reconnaître que beaucoup de tes efforts n'étaient pas mal orientés, mais mal placés. Tu as investi de la force là où il fallait de la lucidité. Tu as appliqué de la pression là où il fallait de l'acceptation. Et tant que cette confusion persiste, le sentiment de contrôle reste fragile, toujours menacé de s'effondrer. Comprendre cela ne rend pas passif. Au contraire, cela prépare un déplacement essentiel. Car une fois que tu vois que forcer n'est pas contrôler, tu peux commencer à observer contre quoi, exactement, tu te bats. Et c'est là que la lutte la plus coûteuse se révèle, celle que tu mènes non contre le monde, mais contre ce qui est déjà là. La lutte invisible contre ce qui est déjà là. Une grande partie de ton énergie disparaît sans bruit. Pas dans l'action, pas dans l'effort nécessaire, mais dans une opposition constante à ce qui existe déjà. Tu te débats intérieurement avec des faits établis, des émotions présentes, des circonstances qui ne demandent pas ton accord pour être réelles. Cette lutte est silencieuse, mais elle est permanente et elle use plus sûrement que n'importe quelle difficulté visible. Tu résistes à ce que tu ressens. Tu voudrais être calme quand l'agitation est là. Tu voudrais être confiant quand le doute s'impose. Tu voudrais avancer sans peur alors que l'incertitude est réelle. Cette résistance crée une tension supplémentaire. Non seulement tu ressens l'émotion, mais tu te reproches de la ressentir. À la difficulté s'ajoute le jugement. Et ce jugement alourdit tout. Tu résistes aussi aux circonstances. Tu exiges intérieurement que la situation soit différente, que le rythme change, que les autres se comportent autrement, que le passé ait été moins dur, que l'avenir soit plus sûr. Mais cette exigence ne modifie rien. Elle ne fait que prolonger le conflit intérieur. La réalité reste ce qu'elle est, tandis que toi, tu te fatigues à la contester. Les stoïciens ont compris très tôt que la souffrance naît rarement de l'événement brut. Elle naît de l'écart entre ce qui est et ce que l'esprit exige. Plus cet écart est grand, plus la tension est forte. Et tant que cet écart est maintenu volontairement, la paix intérieure est impossible, quelle que soit la situation extérieure. Remarque quelque chose d'essentiel. Quand tu cesses de lutter contre un fait, ce fait ne devient pas agréable. Il devient simplement neutre. Et cette neutralité change tout. Elle enlève à la situation son pouvoir d'attaque. Elle te permet de répondre au lieu de réagir, de penser au lieu de te crisper. La lutte invisible est trompeuse parce qu'elle se présente comme une défense. Tu crois te protéger en résistant. En réalité, tu prolonges l'impact de ce qui te dérange. Tu maintiens l'émotion en vie en la combattant. Tu renforces l'obstacle en le niant intérieurement. Cesser cette lutte ne signifie pas approuver ce qui arrive. Cela signifie reconnaître que ce qui est déjà là n'a pas besoin de ton consentement pour exister. Cette reconnaissance est le premier geste de lucidité. Elle ouvre un espace intérieur où l'énergie cesse d'être consommée inutilement. Et dans cet espace, quelque chose devient possible. Une distinction plus fine, une frontière claire entre ce qui peut être influencé et ce qui doit être rencontré tel quel. Tant que cette frontière reste floue, la force est mal employée. Mais lorsqu'elle apparaît clairement, l'esprit commence à se stabiliser. Et c'est là que la lucidité remplace la tension.
Dichotomie du contrôle. Là où la force s'arrête, la lucidité commence. Il arrive un moment précis où l'effort cesse d'être utile. Non parce que tu deviens faible, mais parce que la direction de ta force est erronée. Tant que tout est confondu, tu forces partout. Tu veux influencer les résultats, les réactions des autres, la vitesse des événements, l'absence de peur en toi. Et plus tu t'acharnes sur ces zones, plus tu te sens vidé. La fatigue ne vient pas d'un manque de volonté, elle vient d'une mauvaise cartographie intérieure. La dichotomie du contrôle n'est pas une idée à comprendre, c'est une frontière à ressentir. D'un côté, ce qui dépend de toi. De l'autre, ce qui ne dépend pas de toi. Tant que cette ligne est floue, l'esprit se disperse. Il attaque tout, comme s'il avait une emprise totale. Et comme cette emprise est illusoire, l'effort se transforme en frustration. Observe honnêtement où tu dépenses ton énergie. Sur des scénarios futurs que tu ne peux garantir. Sur des réactions émotionnelles que tu voudrais empêcher. Sur des décisions passées que tu aimerais réécrire. Rien de tout cela n'obéit à ta volonté. Et pourtant, c'est là que tu forces le plus. Non parce que c'est efficace, mais parce que c'est rassurant de croire que tout pourrait être contrôlé. La lucidité commence au moment exact où tu acceptes que ta force a une limite fonctionnelle. Cette limite n'est pas une faiblesse, c'est une précision. Elle te dit où agir et où t'arrêter. Là où tu peux choisir ton jugement, ton intention, ton comportement, ta discipline intérieure. La force est juste. Là où tu cherches à remodeler ce qui échappe à ta décision, la force devient violence contre toi-même. Ce basculement est subtil. Il ne s'accompagne pas d'un soulagement immédiat. Il apporte d'abord une forme de sobriété. Tu réalises que beaucoup de tes efforts étaient inutiles. Pas mauvais, inutiles. Et cette réalisation peut être inconfortable parce qu'elle oblige à renoncer à l'illusion de toute puissance mentale. Mais une fois cette illusion abandonnée, quelque chose se stabilise. Quand tu n'attaques plus le mauvais terrain, l'esprit cesse de s'éparpiller. La tension diminue non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu ne leur ajoutes plus une couche de résistance mentale. Tu agis là où l'action a un sens. Tu acceptes là où l'acceptation est la seule position rationnelle. Cette clarté économise une quantité immense d'énergie. La force véritable n'est pas dans la pression constante, elle est dans la cohérence. Une cohérence entre ce que tu peux gouverner et ce que tu dois traverser. Quand cette cohérence s'installe, la volonté devient plus calme, plus stable, moins dépendante des résultats. Tu n'as plus besoin de forcer pour te sentir actif. Tu agis avec précision, sans te disperser. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que réduire le champ du contrôle réduit l'ambition. En réalité, cela renforce l'efficacité intérieure. Tu cesses de gaspiller ta discipline sur des combats perdus d'avance. Tu concentres ton attention sur la seule chose qui ne t'échappe jamais totalement, la manière dont tu choisis de répondre. Cette distinction change profondément la relation aux émotions. Tant que tu cherches à les éliminer, tu les combats comme des ennemis. Tant que tu veux les contrôler directement, tu les intensifies. Mais dès que tu comprends qu'elles n'entrent pas dans le même domaine que tes jugements, la lutte se transforme. Et ce qui semblait ingérable devient traversable. La lucidité ne supprime pas la difficulté. Elle supprime la confusion. Et c'est cette confusion qui rendait tout plus lourd. Une fois dissipée,
un nouveau combat cesse d'exister. Celui contre toi-même. Et c'est précisément à ce moment-là que les émotions, privées de résistance, commencent à perdre leur excès. Pourquoi les émotions s'intensifient quand on veut les éliminer? Chaque fois que tu cherches à supprimer une émotion, tu lui donnes une importance supplémentaire. Tu la désignes comme un problème à résoudre, un obstacle à effacer, une anomalie à corriger. Et l'esprit humain réagit toujours de la même manière face à ce qu'il considère comme une menace intérieure. Il se crispe, il surveille, il amplifie. Vouloir être calme à tout prix crée de l'agitation. Vouloir être motivé en permanence génère de la frustration. Vouloir être confiant sans faille renforce le doute. Ce paradoxe est rarement compris parce que l'on confond maîtrise et suppression. Les stoïciens n'ont jamais cherché à éliminer les émotions. Ils ont cherché à ne plus leur obéir aveuglément. Une émotion n'est pas un ennemi. C'est un signal brut. Elle apparaît sans demander ton autorisation, comme une sensation physique ou un bruit soudain. Le problème ne commence pas avec l'émotion elle-même, mais avec l'interprétation immédiate que tu lui ajoutes. Dès que tu dis intérieurement « je ne devrais pas ressentir cela », la lutte commence. Et cette lutte donne à l'émotion une durée et une intensité qu'elle n'aurait jamais eue autrement. Regarde ce qui se passe concrètement. Une peur apparaît. Si tu cherches à la chasser, tu la surveilles. En la surveillant, tu la nourris. En la nourrissant, tu confirmes son importance. Le cercle se referme. Ce même mécanisme s'applique à la colère, à la tristesse, à l'anxiété. Plus tu veux les contrôler directement, plus elles prennent de place. La gouvernance émotionnelle commence ailleurs. Elle commence par le jugement. Non pas par un jugement moral, mais par une évaluation lucide. Qu'est-ce que cette émotion m'indique? Est-elle utile à l'action que je dois mener? M'aide-t-elle à décider avec justesse ou me pousse-t-elle à réagir? Cette question simple déplace immédiatement le centre de gravité. L'émotion cesse d'être centrale. Le jugement reprend sa place. Quand tu ne forces plus l'émotion à disparaître, quelque chose d'inattendu se produit. Elle circule, elle traverse, elle ne s'installe pas durablement. Tu ne la bloques pas, donc elle ne s'accroche pas. Cette fluidité est souvent confondue avec de l'indifférence. Elle n'en est rien. C'est une forme de maturité intérieure. Ce déplacement est exigeant, car il demande de renoncer à une illusion rassurante. L'illusion que l'on pourrait être maître de son monde intérieur par la contrainte. En réalité, la contrainte rigidifie, la compréhension assouplit, et un esprit souple résiste mieux qu'un esprit tendu. À mesure que cette approche s'installe, tu remarques une diminution nette de la fatigue émotionnelle. Non parce que tu ressens moins, mais parce que tu te bats moins. L'énergie qui servait à lutter devient disponible pour agir, réfléchir, choisir. Cette économie intérieure est profonde. Elle change la texture même de la vie quotidienne. Et cette compréhension prépare une étape décisive. Car si les émotions cessent de te dominer quand tu arrêtes de les forcer, la même logique s'applique à la réalité elle-même. Ce que tu acceptes avec lucidité devient un point d'appui. Ce que tu refuses obstinément devient une source de tension permanente. C'est ici que l'acceptation révèle sa vraie nature. L'acceptation comme acte actif, pas comme abandon. L'acceptation est l'un des mots les plus mal compris. Beaucoup l'associent à la passivité, à la résignation, à une forme de défaite intérieure. Ils imaginent que accepter, c'est baisser les bras. En réalité,
Accepter est souvent l'acte le plus exigeant, parce qu'il demande de renoncer à l'illusion la plus confortable de toutes, celle selon laquelle l'attention permanente serait une preuve de contrôle. Accepter ne signifie pas aimer ce qui arrive. Cela signifie cesser de le combattre intérieurement. Tant que tu refuses un fait établi, tu dépenses ton énergie à nier l'existant. Et cette énergie ne produit rien. Elle ne modifie pas la situation. Elle t'épuise seulement. L'acceptation, au contraire, libère cette énergie. Elle la redirige vers ce qui peut encore être façonné. Il y a une différence fondamentale entre subir et accepter. Subir, c'est être écrasé sans compréhension. Accepter, c'est regarder la réalité en face et décider consciemment de ta position intérieure. Tu ne choisis pas les événements. Tu choisis la manière dont tu te tiens face à eux. Cette posture est active. Elle exige de la lucidité, du courage et une discipline émotionnelle constante. Quand tu acceptes un cadre, tu cesses de gaspiller ta force contre ses limites. Tu commences à travailler à l'intérieur de ce cadre. C'est exactement ce que font les esprits stratégiques. Ils ne rêvent pas d'un terrain différent. Ils observent le terrain réel et ajustent leurs mouvements. L'acceptation stoïcienne fonctionne de la même manière. Elle ne promet pas moins de difficultés. Elle promet moins de conflits inutiles avec ce qui est inévitable. Observe ce qui se passe quand tu acceptes vraiment une situation. Pas en surface, pas par obligation morale, mais intérieurement. La tension baisse, pas parce que la situation est réglée, mais parce que tu n'y ajoutes plus de résistance mentale. Cette baisse de tension rend l'action plus précise. Tes décisions deviennent plus nettes. Tes paroles moins réactives. Tes choix moins dictés par l'urgence émotionnelle. Beaucoup refusent l'acceptation parce qu'ils la confondent avec l'abandon de leurs valeurs. C'est une erreur. Accepter les faits n'implique jamais de renoncer à la justesse. Cela permet au contraire de l'incarner sans se perdre dans la colère, la peur ou la frustration. Tu peux accepter une réalité dure et agir fermement à l'intérieur de celle-ci. L'un n'annule pas l'autre. Ils se complètent. Ce déplacement intérieur change profondément la relation à l'effort. Tu ne forces plus contre le réel. Tu forces quand c'est nécessaire pour rester droit dans ton jugement, pour maintenir une intention claire, pour agir avec cohérence. L'effort n'est plus gaspillé. Il devient ciblé. Et un effort ciblé fatigue beaucoup moins qu'une lutte diffuse. À ce stade, quelque chose devient évident. En cessant de forcer ce qui ne dépend pas de toi, tu retrouves une capacité d'action plus fine, là où tu as réellement prise. Cette capacité ne fait pas de bruit. Elle ne se manifeste pas par de grands gestes. Elle se reconnaît à la précision, à la sobriété, à la stabilité dans le temps. Et cette stabilité prépare un changement encore plus concret. Car lorsque l'intérieur cesse de lutter, l'extérieur est abordé différemment. L'action devient plus juste, plus simple, plus efficace. Non parce que tu fais moins, mais parce que tu ne fais plus contre toi-même. Quand cesser de forcer rend l'action plus précise. Il y a une différence fondamentale entre agir et forcer. Quand tu forces, tu multiplies les gestes, tu accumules des décisions, tu épuises ton énergie dans une agitation constante. Chaque mouvement devient lourd, chaque choix plus difficile, non parce que les circonstances changent, mais parce que ton esprit s'épuise à combattre ce qui est déjà là. L'action perd sa netteté, elle devient diffuse, imprécise, souvent contre-productive. Cesser de forcer ne signifie pas rester inactif. Au contraire, cela crée un espace où chaque geste compte. Tu observes,
Tu évalues, tu choisis avec lucidité. Le nombre de décisions inutiles diminue. Les réactions impulsives disparaissent. La cohérence s'installe. L'énergie n'est plus dispersée pour maintenir l'illusion de contrôle. Elle est concentrée là où elle produit réellement un effet. Regarde ce qui se passe lorsque tu arrêtes d'insister sur chaque résultat. Tu choisis l'action adaptée au moment, celle qui est possible et qui a un sens. La force n'est plus déployée contre des obstacles irréalistes. Elle se concentre sur ce qui est réellement gouvernable. Cette précision transforme la qualité même de ton engagement dans la vie. Beaucoup confondent performance et agitation. Ils croient qu'être actif signifie être efficace. La vraie efficacité naît de la justesse, pas de la quantité. Forcer dilue l'intention. Ne pas forcer la renforce. L'esprit cesse de courir après des objectifs impossibles et commence à agir avec exactitude, avec discernement, avec intégrité. Cette approche demande de la patience. Cesser de forcer ne produit pas de résultats immédiats, spectaculaires. Mais chaque action devient plus cohérente, chaque décision plus claire. La fatigue diminue, l'attention se concentre et l'impact réel de ce que tu fais augmente, précisément parce que tu as cessé de disperser ta force contre toi-même. Lorsque cette logique s'installe, tu remarques que l'énergie intérieure, libérée de la lutte inutile, devient disponible pour ce qui compte vraiment. Ce que tu fais n'est plus dicté par l'urgence émotionnelle, mais par la raison, la clarté et la stratégie. L'action retrouve sa puissance. La force cesse d'être gaspillée. Et c'est ainsi que cesser de forcer transforme non pas la vie elle-même, mais la manière dont tu la traverses. La paix qui ne dépend pas des résultats. Il existe une tranquillité qui n'est pas liée à ce qui arrive. Beaucoup cherchent le calme dans le succès, l'approbation, la validation ou l'absence de difficultés. Mais ces repères sont instables. La paix fondée sur le monde extérieur est toujours menacée. Tant que tu attaches ton équilibre au résultat, tu restes vulnérable, même quand tout semble aller bien. La paix stoïcienne naît ailleurs. Elle s'installe dans l'esprit qui cesse de se battre contre ce qui est inévitable et qui cesse de vouloir tout contrôler. Quand tu cesses de forcer, tu observes avec clarté ce que tu peux influencer et ce que tu dois traverser. Cette reconnaissance silencieuse transforme la tension en stabilité. Les émotions continuent d'exister, mais elles n'exigent plus de réaction immédiate. Elles deviennent des informations, non des ordres. Cette neutralité active permet de rester présent sans se disperser. Tu peux agir efficacement sans être emporté par l'urgence émotionnelle. Tu peux planifier, décider, intervenir, tout en maintenant un espace intérieur intact. La vie continue avec ses imprévus et ses défis, mais leur pouvoir de te déranger diminue. Ce calme n'est pas passif. Il ne signifie pas renoncer à l'action, ni ignorer la réalité. Il signifie que l'action est choisie, non imposée par la peur ou le stress. Chaque geste devient volontaire, chaque décision devient claire. La force n'est plus gaspillée à lutter contre ce qui est déjà là. Elle est concentrée là où elle a un sens réel. Quand tu pratiques cette posture, tu remarques une transformation subtile mais profonde. Tu n'attends plus que le monde se calme pour te sentir stable. La stabilité se crée de l'intérieur. Les résultats extérieurs peuvent varier, mais ton centre reste droit. Cette indépendance intérieure est une forme de puissance silencieuse que peu reconnaissent, mais que tous ressentent face à toi. La transformation silencieuse, quand la lutte disparaît,
Il n'y a pas de moment spectaculaire où tout change. Il n'y a pas de révélation dramatique, pas de tournant extérieur qui signale la fin du combat. La transformation se fait dans le silence, dans la constance, dans l'observation attentive de soi. Un jour, tu remarques que certaines tensions qui te tenaient éveillé disparaissent sans explication. Tu n'as pas changé les circonstances. Tu n'as pas supprimé les défis. Tu as cessé de te battre inutilement contre eux. Cette disparition de la lutte intérieure crée un espace inédit. L'énergie qui était auparavant absorbée par la résistance se libère. L'attention n'est plus dispersée entre ce qui ne dépend pas de toi et ce qui demande ton jugement. Chaque geste devient plus précis, chaque décision plus claire, chaque émotion moins oppressante. Tu observes la vie avec moins de bruit mental et cette clarté transforme la qualité même de ton expérience. La transformation silencieuse ne s'accompagne pas de fierté ni de démonstration. Elle se ressent à l'intérieur. Tu réalises que tu n'es plus constamment en opposition avec toi-même. La tension permanente qui définissait tes journées s'amenuise. Les émotions existent encore, mais elles circulent sans te gouverner. L'esprit cesse de réagir automatiquement, il choisit. Cette maîtrise subtile crée une posture intérieure qui ne dépend ni des résultats, ni des circonstances, ni des autres. Peu de gens remarquent cette évolution. Elle passe inaperçue pour l'extérieur, mais elle est radicale pour l'intérieur. Tu es moins dispersé, tu es moins agité, tu n'es plus à la merci de chaque aléa émotionnel ou situationnel. Et c'est dans cet état que l'action devient plus juste, plus alignée, plus efficace. Tu agis non pas pour combler un vide, mais avec un centre stable. Cette transformation prépare la dernière étape, la reconnaissance que rien n'avait besoin d'être forcé, que toutes ces tensions, toutes ces luttes, tous ces efforts dispersés étaient dirigés contre toi-même. Et comprendre cela, intégrer cette réalité, c'est franchir la frontière entre agitation et maîtrise, entre fatigue inutile et force silencieuse. La vigilance intérieure, quand tu cesses de te laisser distraire par l'inutile. Même après avoir compris que forcer ne sert pas, il reste une bataille silencieuse qui s'installe dans l'esprit, la dispersion. La vie moderne et l'instant présent offrent constamment des stimulations, des sollicitations et des émotions qui réclament ton attention. Si tu n'es pas vigilant, tu te retrouves à réagir à tout, à chaque son, chaque pensée, chaque fluctuation intérieure, comme si tout méritait ton énergie. Cette dispersion est subtile. Elle n'est pas bruyante, mais elle use plus sûrement que la lutte visible contre un obstacle concret. Lorsque tu cesses de forcer, la vigilance devient la clé. Elle ne consiste pas à contrôler ce qui est extérieur, mais à observer avec lucidité ce qui émerge en toi et autour de toi. Chaque pensée, chaque émotion, chaque pression sociale devient un signal à interpréter, non un ordre à exécuter immédiatement. La vigilance transforme l'action réactive en action choisie. Elle distingue l'important du futile, le nécessaire du secondaire. Cette capacité à trier, à hiérarchiser mentalement, est ce qui différencie un esprit stable d'un esprit toujours emporté. Sans vigilance, la non-lutte peut sombrer dans la passivité déguisée. Tu pourrais croire que ne pas forcer suffit à préserver ton énergie. Mais si tu laisses ton esprit être capté par chaque distraction ou chaque émotion passagère, tu gaspilles encore beaucoup d'énergie inutilement. La vigilance agit comme un filtre invisible. Elle protège le centre de gravité intérieur.
Elle maintient l'alignement entre jugement et action, entre intention et exécution. Elle demande une discipline subtile. Il ne s'agit pas de scruter chaque pensée comme un juge, ni de réprimer les émotions ou de nier les sensations. Il s'agit d'observer avec précision ce qui émerge et de décider si cela mérite d'être nourri, confronté ou simplement laissé passer. Ce travail silencieux est exigeant parce qu'il demande constance et honnêteté intérieure. Il exige de reconnaître ce qui t'affecte réellement de ce qui est superficiel. La vigilance intérieure transforme la perception du temps et de l'énergie. Chaque journée devient plus claire, plus organisée, plus alignée avec ce que tu choisis réellement de faire. L'esprit cesse de disperser sa force sur des batailles imaginaires. L'attention cesse d'être fragmentée. Et cette concentration silencieuse décuple l'efficacité de chaque geste. En pratiquant cette vigilance, tu observes également les motifs récurrents de tes réactions. Tu découvres les endroits où tu t'acharnes encore, là où l'illusion du contrôle persiste, là où la peur ou l'attachement te poussent à forcer malgré toi. Cette prise de conscience crée un recul immédiat. Tu commences à répondre au lieu de réagir. Tu agis depuis un centre stable plutôt que depuis une agitation constante. À mesure que cette vigilance s'installe, tu développes un sentiment profond de liberté intérieure, non pas parce que la vie change, mais parce que tu n'es plus entraîné par tout ce qui bouge autour de toi ou en toi. Cette liberté silencieuse est puissante. Elle stabilise les émotions, elle clarifie les choix, elle te permet d'agir avec justesse, sans gaspiller de force sur des futilités. Ainsi, la vigilance intérieure devient la dernière frontière de la maîtrise stoïcienne. Quand tu cesses de forcer et que tu observes avec précision, tu construis un espace où la clarté et l'action juste peuvent coexister. Tu n'es plus fracturé entre agitation et calme, entre désir et réalité. L'esprit, enfin, trouve son rythme naturel, suffisamment solide pour traverser chaque situation sans se disperser inutilement. Clôture. Tu n'avais rien à forcer. Au bout du chemin, la vérité se révèle dans sa simplicité. Tout ce que tu croyais devoir contraindre, contrôler ou changer ne nécessitait pas ton effort. Les tensions, les luttes, les combats silencieux que tu menais n'étaient pas dirigés contre le monde, mais contre toi-même. Chaque crispation, chaque geste forcé, chaque décision prise sous pression n'a jamais été indispensable pour avancer. Le réel n'attend pas que tu le maîtrises pour exister. Cette prise de conscience n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas d'adrénaline, pas de frisson de victoire. Elle installe la stabilité, la clarté, la sobriété. Lorsque tu cesses de forcer, l'esprit se détend, les émotions circulent sans excès et la vie peut être traversée avec précision. La force cesse d'être gaspillée. L'énergie devient ciblée. Les décisions deviennent cohérentes. Et c'est cette posture intérieure qui transforme la manière dont tu marches dans le monde. Il n'y a pas de promesse d'un extérieur plus facile. Les défis, les imprévus, les tensions continueront d'exister. Mais ta relation avec eux change radicalement. Tu n'es plus en opposition permanente. Tu observes, tu choisis, tu agis avec justesse. Ce que tu as gagné n'est pas visible, mais il est puissant. Un centre stable, une maîtrise silencieuse, une force qui ne dépend ni des résultats, ni des circonstances. Rien n'avait besoin d'être forcé. Et c'est dans cette reconnaissance que l'esprit se libère vraiment. Lorsque tu comprends que chaque effort inutile n'était qu'une résistance à toi-même,
tu franchis une frontière invisible. Tu n'es plus fracturé entre désir et réalité. Tu n'es plus entraîné par la peur ou la pression. Tu es simplement droit, présent et suffisamment solide pour traverser ce qui doit l'être sans t'épuiser inutilement.